transmission au niveau de la région africaine. Donc, comme Bast l'avait dit en introduction, c'est une présentation qui avait déjà été préparée en anglais et qui a été traduite en français. Donc, la présentation avait été préparée par Marie-Louise Penry, donc de l'Afrique du Sud. Donc, parmi les experts que Bast a présenté, effectivement, il a parlé d'elle. Donc, j'ai eu pour travail de la réviser et puis de l'adapter pour effectivement cette présentation ce matin. Donc, à la suite de la présentation de Lina, donc juste pour préciser que la peste porcine africaine a commencé surtout au niveau de la partie de l'Afrique orientale et australe dans un cycle où il y avait beaucoup une implication de la faune sauvage, notamment les phacochères et puis les tiques, surtout les tiques molles du complexe Ornithodoros mubata, qui sont souvent retrouvés effectivement dans les terriers de ces phacochères. Donc, il y a une longue histoire effectivement de transmission entre les porcs domestiques avec 24 génotypes qui sont connus à ce jour. Donc, comme vous pouvez le voir dans la carte à ma droite, donc on voit effectivement que la situation a commencé surtout au niveau de l'Afrique australe et orientale, où les premiers cas de description effectivement de la maladie datent de 1921 au Kenya, même si effectivement les apparitions, les mortalités ont commencé bien avant dans certains pays. Donc, il y a eu effectivement d'autres cas de description en 1928 en Afrique du Sud, en Angola en 1933. Et donc, la maladie s'est vraiment cantonnée dans cette zone avec effectivement un cycle sylvatique au niveau des années 1950, où on a commencé effectivement à avoir des excursions au niveau des autres pays, notamment en Afrique occidentale et en Afrique centrale. Donc, le cycle sylvatique, comme vous le voyez effectivement sur cette carte, reste assez cantonné au niveau de l'Afrique australe et orientale. On verra effectivement dans la suite de la présentation qu'il y a des cas sérologiques qui ont été notés au niveau de l'Afrique occidentale, mais en tout cas, l'implication active des phacochères effectivement dans la transmission n'est pas formellement démontrée effectivement au niveau de cette zone de l'Afrique. Donc, actuellement, on estime qu'il y a 31 pays d'Afrique qui sont infectés et il y a seulement 14 pays qui sont concernés par le cycle sylvatique, comme je l'ai présenté un peu précédemment. Donc, d'une manière globale, on estime que les pays qui ont un cycle sylvatique sont les pays qui sont infectés en permanence parce que l'infection circule, comme on va le voir un peu devant, au sein de la faune sauvage, effectivement, avec une forte infection au niveau des phacochères, et un cycle de transmission qui va impliquer beaucoup les phacochères et les tiques qu'on retrouve effectivement au niveau des terriers de ces phacochères-là. Il y a également des pays qui ont signalé la présence de la peste porcine africaine à plusieurs reprises, donc d'une année à l'autre, ou en tout cas plusieurs fois dans la même année, au cours des dernières décennies, mais qui n'ont pas encore, en tout cas, démontré leur statut de pays indemne. Donc, ces pays aussi, on les considère effectivement comme des pays qui sont infectés en permanence. Donc, au niveau de la carte à ma droite ou à la droite de l'écran, vous allez voir que les pays qui sont présentés en marron sont des pays qui sont concernés effectivement comme des pays non exempts de peste porcine africaine. Donc, ça regroupe en tout cas la majorité des pays en Afrique au sud du Sahara. Donc, quelques pays, notamment comme le Botswana et le Lesotho, sont des pays qui ont connu quelques cas effectivement de peste porcine africaine. Donc, il y a eu des pays qui ont noté la maladie, notamment le Libéria, au niveau de l'Union africaine, mais la maladie n'a jamais été confirmée. Certains pays, comme par exemple le Mali, ont connu quelques cas, effectivement, mais actuellement, ça a été considéré comme étant éradiqué. Donc, les pays qui apparaissent en blanc, donc sur fond blanc, sont des pays où la maladie n'a jamais, en tout cas, été signalée. Donc, comme je le présentais, donc les pays comme le Libéria, que vous voyez en vert sur la carte, sont des pays qui ont notifié effectivement la maladie à l'Union africaine en 2011, mais ça n'a pas été confirmé, donc on considère effectivement que c'est un pays à statut incertain. Donc, des pays comme le Mali, Sao Tomé et Principe ont subi quelques cas effectivement d'infection et heureusement, ces cas ont été rapidement éradiqués donc, de peste porcine africaine. Donc, au niveau effectivement les cycles de transmission effectivement de la peste porcine africaine, donc classiquement, il y a 3 cycles qui sont connus. Donc, le cycle sylvatique qui se passe essentiellement entre les phacochères et les tiques,
qu'on retrouve effectivement dans les terriers de ces phacochères. Il y a un cycle du porc domestique où la transmission s'opère essentiellement entre les porcs à l'occasion de contacts directs et indirects entre les différents porcs qui partagent plus ou moins le même environnement ou en tout cas qui ont un lien épidémiologique direct, et un cycle qui se déroule entre les tiques et les porcs domestiques, donc avec effectivement l'implication des tiques molles comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, on va essayer de revenir sur chacun de ces tiques et voir un peu quelle est la situation effectivement au niveau de l'Afrique d'une manière globale. Donc, les tiques du complexe Ornithodoros mubata sont connus comme étant les vecteurs biologiques et les réservoirs de la peste porcine africaine. Donc, c'est une tique qui a une longue espérance de vie qui peut aller jusqu'à 3 voire 4 ans. Et donc, ces tiques sont définis comme étant des vecteurs biologiques parce qu'ils permettent une réplication du virus qui atteint des titres suffisamment élevés, effectivement, pour permettre la transmission du virus à des nouveaux individus sur lesquels, effectivement, ils se nourrissent. Donc, il y a des études qui ont démontré que lorsqu'une tique est infectée, elle a la capacité de maintenir des titres élevés du virus pendant pratiquement 9 à 10 mois. Donc, ça, c'est des éléments assez importants qui montrent que les tiques peuvent être impliquées, effectivement, dans une transmission du virus sur des périodes suffisamment longues. Donc, les tiques peuvent rester infectieuses sur leurs hôtes, pour leurs hôtes pendant, en tout cas, au moins 5 années. Donc, lorsque effectivement on entre dans ce tique sylvatique qui implique les phacochères et les tiques, donc comme vous pouvez le voir effectivement sur la carte que j'ai à ma droite et les autres cartes que j'ai présentées, ce sont des cycles, ou en tout cas un cycle de transmission qui a surtout été étudié en Afrique orientale et en Afrique australe, notamment dans des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. En Afrique de l'Ouest, malheureusement, on a très peu d'études sur ce cycle et on considère effectivement que c'est un cycle qui ne joue pas vraiment un rôle important dans l'épidémiologie de la maladie, même si on a noté à travers quelques données épidémiologiques qu'il y a quelques cas de contamination positive chez les phacochères. Donc, il y a eu des infections, effectivement, des cas qui ont été notés chez les potamochères et les phacochères au Nigeria, donc des cas positifs, des cas sérologiques positifs, mais l'explication qui a été donnée par rapport effectivement à ces cas positifs, c'est que ce serait certainement à partir de spillover, à partir de porcs infectés, donc des porcs infectés qui ont été une source de contamination pour ces phacochères et ces potamochères. Au Sénégal, il y a eu des études sérologiques qui ont été réalisées chez les phacochères et qui, heureusement, se sont tous révélés négatifs au test. Une étude a été faite sur une espèce de tique molle qu'on appelle Ornithodoros sonrai, qui a été récoltée dans des terriers de rongeurs situés dans des porcheries où quand même la présence du virus a été notée chez quelques-unes de ces tiques. Donc, mais ces tiques ont été identifiées en tout cas comme jouant un rôle en tout cas mineur ou en tout cas quasiment nul dans la transmission de l'infection. Donc, la carte qu'on voit un peu à ma droite présente un peu cette situation où les points noirs représentent vraiment des points où les phacochères, le cycle tique phacochère a été confirmé dans l'épidémiologie de la maladie. Les points en bleu, ce sont les points qui présentent un peu la situation d'endémicité de la maladie au niveau des porcs domestiques. Et tout ce que vous voyez comme étoile présente en tout cas une certaine situation de la maladie, aussi bien au niveau sylvatique qu'au niveau des porcs domestiques. Donc, au niveau de ce cycle sylvatique, donc les phacochères infectées habituellement ne développent pas des signes cliniques de la maladie. Donc, ce qui a été noté, c'est que généralement, lorsque les porcs adultes sont infectés, ils développent une virémie, mais pas à un niveau suffisant pour permettre une infection des tiques. Mais malheureusement, les bébés phacochères ou les phacochères juvéniles, quand ils sont infectés, vont développer une virémie suffisamment élevée pour que les tiques qui se nourrissent sur ces bébés phacochères ou sur ces phacochères juvéniles puissent prélever le virus, donc être infectés. Et là, effectivement, les bébés phacochères s'infectant au tout début de leur vie, puisqu'ils sont naïfs, ils viennent
pour la première fois, effectivement, d'être en contact avec le virus, ils vont développer des virémies suffisamment élevées pour que les tiques qui vont se nourrir sur ces bébés phacochères puissent s'infecter. Donc, ça fait qu'on va avoir en tout cas une persistance de l'existence de l'infection au sein de ces terriers où vous allez avoir aussi bien des phacochères adultes que des phacochères jeunes ou en tout cas juvéniles. Donc, les tiques passent la plupart de leur temps dans les terriers, donc se nourrissent la nuit, mais parfois aussi sur des nymphes sur lesquelles ils peuvent voyager, en tout cas avec les phacochères. Donc, il a été noté que les potamochères ne présentent pas de signes cliniques lorsqu'ils sont infectés et ils ne sont pas associés aux tiques, ou en tout cas leur rôle dans la transmission de la peste porcine africaine au porc domestique n'a pour l'instant encore pas été établi. Donc, en dehors du cycle sylvatique qui implique les tiques et les phacochères, il y a le deuxième cycle qui se passe entre les tiques et les porcs domestiques avec toujours une implication des tiques du complexe Ornithodros mubata qui ont le porc comme étant un hôte préféré. Et donc, habituellement, ces tiques vont se retrouver au niveau, je dirais, des logements des porcs. Et habituellement, dans nos pays, malheureusement, quand on prend les élevages traditionnels, les bâtiments sont construits avec de la terre et ça fait qu'il y a des crevasses au niveau effectivement de ces bâtiments qui servent habituellement en fait de cachette pour ces tiques. Donc, ce cycle a été noté en tout cas au niveau du Malawi avec effectivement des infections qu'on a notées effectivement chez ces tiques dans les années 1980 et l'explication qu'on a trouvé effectivement pour démontrer ce cycle, c'est que dans cette zone, on n'avait malheureusement pas de phacochères dans la zone, ou en tout cas, heureusement pas de phacochères. Et les tests qu'on a notés chez les potamochères se sont révélés négatifs. Donc, on dit que la meilleure hypothèse plausible à cela, c'est que la transmission se faisait effectivement entre les porcs domestiques et ces tiques-là. Donc, il y a eu un grand nombre, effectivement, de porcs qui ont été testés positifs à des anticorps de la peste porcine africaine. Donc, cela démontrait qu'effectivement, cette infection pouvait avoir des survivants, donc des animaux qui ne meurent pas et qui survivent à l'infection en gardant effectivement la trace immunologique de cette infection qui sont les anticorps. Donc, ce cycle, c'est probablement l'un des cycles les plus répandus en Afrique, mais malheureusement, pour l'instant, on a très peu d'études approfondies effectivement sur ce cycle, pas comme un peu le cycle sylvatique qui a fait l'objet de nombreuses études. Donc, ce cycle est extrêmement important parce que c'est l'un des cycles qui permet vraiment la persistance du virus pendant de très longues années, même s'il n'y a pas effectivement de porc, parce que souvenez-vous, je vous ai dit que les tiques infectés ont la capacité effectivement de conserver le virus pendant quand même des périodes suffisamment longues. Donc, ces tiques peuvent constituer effectivement des sources de contamination des porcs lorsqu'on a des nouvelles introductions dans des zones où les tiques ont continué à exister même après un stamping out. Donc, le dernier cycle, c'est le cycle chez les porcs domestiques, qui est l'un des cycles le plus répandu, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où ce cycle peut, en tout cas, exister en l'absence des phacochères, donc des espèces sauvages, mais également des vecteurs naturels de ce virus que sont les tiques. Donc, la transmission dans ce cycle va se faire essentiellement des porcs infectés vivants vers les porcs effectivement non infectés, soit directement à travers les contacts entre ces différents porcs, mais également à travers tout ce qui est viande de porc infectée et les vecteurs passifs. Donc, je parle de tout ce qui est objet contaminé par le virus, notamment les bottes des vétérinaires, les bottes des agents d'élevage, le matériel d'élevage, la nourriture. Donc, tout ça peut effectivement, lorsque c'est contaminé, peut être une source de contamination. Donc, les mesures de biosécurité constituent effectivement des éléments essentiels pour vraiment limiter la diffusion ou en tout cas la circulation du virus. Et il a été noté également que lorsque les porcs sont infectés, ils vont développer une virémie très élevée. Et donc, cette virémie permet effectivement une excrétion virale à travers tout ce qui est sécrétion et excrétion des porcs et donc constitue facilement une source de contamination pour les autres porcs qui vivent au contact effectivement de ces porcs infectés. Donc, la transmission du virus va se faire via les porcs infectés, donc
les vecteurs passifs et autres, comme je l'ai dit, et malheureusement, ce virus peut persister pendant de très longues années dans la viande de porc réfrigérée, congelée, et donc il est extrêmement important de prendre en considération cet aspect lorsqu'on fait de l'importation effectivement de ces produits, parce que ça peut malheureusement être une source d'introduction de la maladie dans le pays. Donc, le virus peut persister aussi pendant longtemps sur tout ce qui est matière organique et donc constituer un risque de transmission à partir des objets contaminés, y compris les chaussures, effectivement, des personnes qui se déplacent soit à l'occasion, effectivement, des opérations d'assainissement d'exploitation. Donc, si on ne prend pas toutes les mesures de biosécurité qui conviennent, on peut effectivement, en luttant contre une maladie dans une zone, être une source de contamination ou en tout cas d'introduction de la maladie dans une autre zone. Donc, dans ce contexte, effectivement, les mesures de biosécurité constituent des mesures extrêmement importantes dans la lutte contre cette maladie, notamment surtout le long de la chaîne de valeur du porc et de la viande de porc. Donc, voici un peu de manière synthétique ce que je devais présenter sur